En fait, le but de cette conférence, ça va être de voir finalement un peu très rapidement à feu ce que c'est Ethereum, qui est une blockchain, la partie notamment execution layer, donc la couche d'exécution, et finalement comment un petit bug, notamment un DOS, peut avoir un très grand impact dans le cas d'un réseau d'une blockchain. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Brighton Bernard, je suis Security Engineer à Fusing Labs. Et donc mon boulot, globalement, tous les jours, ça va être d'auditer des blockchains, mais pas que. On a fait également le point to own dans la catégorie IA, de faire également des conférences et bien d'autres. Et on fait également des trainings dans divers domaines, mais en rapport avec le fuzzing, bien évidemment. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la Ethereum Virtual Machine? Donc, la Ethereum Virtual Machine, globalement, c'est on dit EVM pour raccourcir. Globalement, c'est une machine virtuelle qui va permettre simplement d'exécuter tout ce qui va être smart contract Solidity. Alors, je ne sais pas si levez la main ceux qui savent ce que c'est Solidity. Bon, ça va. Donc Solidity, pour ceux qui savent pas, c'est un langage qui permet en fait on va déployer ce qu'on appelle un smart contract on-chain et tout le code qui est déployé on-chain va être exécuté de manière décentralisée. Donc, d'où le fait qu'on fait des applications Web3. C'est des applications web centralisées qui vont communiquer avec des smart contracts décentralisés. Donc, globalement, comment ça marche? C'est, vous imaginez, c'est un peu comme Python, finalement. Python, un interpréteur. C'est pour son interprétation, en fait, il a ce qu'on appelle une machine virtuelle avec une suite de bytecode qui vont être exécutés. Chaque bytecode fait telle tâche. J'alloue dans la mémoire, je fais des calculs sur la stack, je fais des additions, des soustractions, etc. Alors, on dit que la Ethereum Virtual Machine est stack-based, tout simplement parce que, en fait, la mémoire courte, donc notamment pour les calculs de base, c'est simplement une stack, LIFO, tout simplement. On dit également qu'elle est déterministe, donc l'exécution est déterministe, c'est-à-dire que chaque implémentation de la EVM donc, va devoir fournir un même résultat, peu importe le langage utilisé. Donc c'est très important parce que ça peut créer des différences, notamment au niveau de la state, lorsqu'on va faire des calculs qui vont rester on-chain. Donc notamment la state, c'est la mémoire qui est stockée directement sur la blockchain. Et on va également avoir ce qu'on appelle un gas système. Donc en gros, un gas système, c'est chaque opération consomme ce qu'on appelle du gaz, une unité. Ça peut être du gaz statique comme dynamique selon les tâches que l'on souhaite faire, telles que allouer de la mémoire ou autres. Des tâches qui prennent plus de calculs, ce sera forcément en effet du gaz dynamique. Donc ce gaz dynamique, bien évidemment, ensuite va être aux frais de celui qui effectue la transaction. Et ensuite, ces frais-là vont être envoyés à celui qui a validé la transaction, donc le validateur du bloc. Alors, on va voir très rapidement un peu les internals en fait, d'un execution layer, puisqu'en effet, il existe deux types de couches en réalité dans Ethereum. On va voir la partie consensus, donc qui va gérer toute la partie validation des blocs, qui va gérer toute la partie consensus proof of stake. Je ne vais pas aller dans les détails puisque ça va être un peu long. Là, on va se concentrer sur la partie execution layer, qui va globalement se charger de récupérer les smart contracts qui ont été déployés, de les mettre on-chain et de les exécuter si besoin. Donc comment ça marche? On peut le voir jusqu'ici, j'espère qu'on voit bien sur le schéma. On peut voir qu'en fait, on a la EVM World State, qui est simplement un espèce de hash map avec une adresse qui correspond à un account state. Donc un account state, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en fait, lorsqu'on va créer un smart contract, on va lui attribuer ce qu'on appelle un compte, un account. Et dans ce compte-là, on va mettre le code hash du contrat. On va mettre son storage root hash parce que c'est ce qu'on appelle un Merkle tree. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça ne va pas être très important pour la suite. Mais vous pourrez aller voir ça sur Internet, c'est assez intéressant. On va avoir la balance du smart contract, du compte du smart contract et son nonce qui globalement est une unité en fait qui permet de calculer le nombre de transactions qui a été effectué vers ce contrat. Voilà. Donc là, on va s'attarder sur la partie EVM parce qu'en effet, l'execution layer regroupe la partie state, la partie bloc, etc. Mais elle va avoir un composant très intéressant qui va être la partie EVM, donc Ethereum Virtual Machine. Globalement, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle une TX, une transaction avec un smart contract, pour le déployer,
on va pas envoyer une transaction vers un smart contract, on va déployer un smart contract. Et ben, on va avoir des données comme le tout, qui est le MSG sender, la valeur, etc. Donc l'Ether que tu souhaites envoyer potentiellement, la signature de celle-ci. Donc cette transaction va être signée. Et l'IVM va recevoir en effet cette transaction et va tenter d'exécuter chaque bytecode. Globalement, les bytecodes, c'est simplement une suite de bytes. Par exemple, je ne sais pas, 0x1 équivaut à une addition. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, globalement, ça va être ça. Et en effet, on peut voir juste ici, donc on a l'OP code en question et on peut voir que ce qu'il va regarder dans un premier temps, c'est tout ce qui va être les fees, donc le gaz que coûte tel OP code. Donc, il va en déduire les fees. Une fois qu'il a déduit les fees, il va savoir si globalement, dans le gaz limite, il y a assez de fees pour exécuter tel OP code. Si c'est le cas, eh ben, il va exécuter l'OP code en question, tout simplement. S'il a été mal exécuté, il va ce qu'on appelle revert, donc il va faire crash la VM globalement, hein, voilà. Et sinon, il va consommer le gaz en question, et ainsi de suite, jusqu'à que le gaz limite a été consommé totalement. Voilà. Donc là, en fait, nous, ce qu'on a pu voir, en fait, récemment, on a eu un client qui s'appelle Lambda Class et qui fait son propre execution layer, layer 1 et layer 2. Encore une fois, je vais pas préciser ce que c'est un layer 2, puis ça va devenir un peu compliqué. Et donc, ils nous ont demandé d'auditer en fait leur projet. Donc, si on regarde un peu leur projet, globalement, en fait, il existe plusieurs types d'implémentation d'un execution layer qui vont apporter leur plus-value ou non d'ailleurs. Mais globalement, c'est essentiellement pour ça. Par exemple, celui-ci, ça va être un client très léger pour l'exécution, mais également, ils ont le projet pour optimiser de compiler les bytecodes de la EVM classiquement en du code natif MLIR de LLVM. Je ne vais pas aller dans les détails non plus, puisque, encore une fois, c'est un autre domaine. Mais globalement, ça va être du code machine comme quand on compile du C, quoi. Donc voilà, il a été développé en Rust. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, comment on va pouvoir en fait trouver des vulnérabilités finalement? C'est la base. Donc pour ce faire, on va faire simplement ce qu'on appelle du coverage guided fusing. C'est globalement un espèce d'harness qui va exécuter notre machine virtuelle avec une suite de bytes un peu aléatoire au début et qui va muter par la suite. Donc je vais vous expliquer le schéma juste maintenant. En effet, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la machine virtuelle qui est sous forme de librairie finalement en Rust. Vous pouvez imaginer une librairie où il y a une fonction run, on y met une suite d'octets et elle va exécuter cette suite d'octets. Et du coup, on va en effet établir une EVM config avec, c'est comme si on faisait une transaction en fait, c'est les paramètres d'une transaction. Et on va également initialiser la EVM avec cette EVM config. Ensuite, on va run tout simplement cette EVM avec le bytecode qui a été généré par notre fuzzer. Une fois que c'est fait, on a un crash qui a été trouvé potentiellement, donc un crash en Rust assez classique. Et ben on va simplement évaluer le coverage et analyser manuellement celui-ci. Si c'est pas le cas, on ajoute au corpus et on fait de la mutation sur ce bytecode et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, il se trouve que en faisant cette technique-là, qui est très basique au final, hein, et ben, en effet, on a pu trouver un bug assez intéressant, notamment sur la division signée, donc l'opérateur sdiv. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Globalement, on a deux opérandes. On va avoir le dividende, le divisor, assez classiquement. On va checker si le divisor n'est pas égal à 0. Sinon, on retourne 0. En fait, on va suivre toutes les conventions du papier de Ethereum, du papier mathématique. C'est très important parce que on va pas le voir dans ce talk-là, mais ça peut créer des bugs de déterminisme, notamment. Ensuite, on va essayer de savoir si celui-ci, le dividende et le divisor, est négatif. OK? Si c'est le cas, si le dividende est négatif, dans ce cas-là, on va appliquer le complément à 2 et on va le mettre en négatif. Si le divisor est également négatif, on va le mettre en négatif. Terminé. Ensuite, on va effectuer la division classiquement. On peut voir qu'il y a un check div. En fait, c'est simplement une manière sécurisée en Rust pour éviter les overflows ou les underflows. C'est une fonction qui permet de faire une division sécurisée. Ensuite, il va checker le quotient, il va faire un XOR entre isNégative, le bool de isNégative et divisor pour savoir si le quotient est négatif.
Si vous réfléchissez un petit peu, déjà, il y a un problème ici, mais c'est pas ce bug-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc, alors comment ça marche? Globalement, isNégative et negate. Alors negate, simplement, il va faire un note, tout simplement, et il va ajouter un U256 de 1. Et un U256, globalement, c'est simplement un tableau de plusieurs 64 bits, en fait, hein. Donc, globalement, c'est juste ça. C'est la librairie qui est utilisée par Ethereum parce qu'on est sur des types de U256. Maintenant, il va y avoir un problème. C'est que, en effet, on peut vérifier un truc, c'est que isNégative vérifie donc le bit 255, globalement, de notre valeur diviseur, de notre diviseur, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, elle fonctionne comme ça. Globalement, elle va simplement checker en divisant, si tu mets 255 par 3, etc. Et elle va checker le bit du MSB. Et il se trouve que nous, la valeur, quand on a réussi à trigger avec notre payload, eh ben, il se trouve que le diviseur semble avoir effectivement un bit à 1, donc semble être considéré comme négatif. Ce qui fait qu'on a pu trigger en fait un crash de type arithmétique opération overflow parce que on est rentré dans le negate et on a une valeur supérieure à U256 parce que juste ici on a fait plus 1. Donc en Rust, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a 2 possibilités. OK. Il y a 2 possibilités. On est en release mode. En release mode, ça va pas crash. Voilà, en release mode, c'est assez classique, ça va pas crash. Ça va silent. Ouais, ça va faire un overflow silent et ça peut créer des problèmes de déterminisme. En revanche, en build, ça va crash comme là actuellement. Alors là, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est que je vais essayer d'aller plus rapidement puisque j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que déjà c'est exploitable, cette vulnérabilité? Oui, tout à fait, parce qu'on a ce qu'on appelle du gaz statique. Contrairement à d'autres opérandes qui nécessitent un calcul de gaz par rapport à la memory expansion, par rapport à votre input. Donc, ce qui fait que la taille de notre input n'est pas considérée par la partie calcul de gaz. Donc, la machine virtuelle ne va pas rejeter notre transaction. Et c'est ça qui est important dans le cas d'SDIV. Parce que du coup, ce qu'on peut faire, ça va être effectivement désynchroniser le network via un simple DOS. Donc, imaginez simplement que l'on va déployer notre contrat malveillant, l'execution layer va l'exécuter, il va envoyer en effet notre transaction, notre payload à tous les autres nodes du même execution layer ou d'autres, et tout cela, ils vont crash tout le temps, en boucle. Ce qui fait que dans le cas où on a un Tokyo runtime, en Rust, un Tokyo runtime, c'est un runtime asynchrone, eh bien, on va avoir une totale désynchronisation du réseau. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vous fais une petite démonstration très rapide d'1 minute 30. Je vous mets une meilleure qualité. Hop. Alors attendez, puisque je pense que je vais devoir juste faire ça comme ça, ce sera plus pratique. Hop, donc vous voyez bien. Donc du coup, on peut voir qu'ici, on va lancer un localnet assez classiquement avec Kurtosis, qui est un outil en fait pour déployer des nodes en local très facilement avec du Kubernetes. Ici, on peut voir qu'on a le script qui permet de déployer notre payload malveillante, qui est la même payload qui nous a servi de faire crash le nœud. Là, on va déployer en fait globalement des nœuds Ethereum, des nœuds de Etherex ensemble sur un même réseau, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que, en effet, on va envoyer un Grafana pour pouvoir analyser via des métriques l'évolution de nos blocs, etc. Hop. Voilà. Donc la métrique qu'on va utiliser, ça va être simplement la balance des validateurs, et on va voir en fait si cette payload influe sur le fait que nos validateurs ne gagnent plus d'argent. Hop. Donc là, on peut voir qu'en effet, on a bel et bien on a trois types de nodes de execution layer, un get, Go Ethereum, un Etherex et un Besu. Là, on va envoyer une legit payload, une payload assez legit. On va voir que la transaction se fait très bien, très rapidement. On peut regarder le graphe, rien ne se passe, tout le monde se suit. On va regarder les nodes, en effet, on voit que tout est synchronisé ensemble. On va envoyer notre exploit et là, tout va changer. Alors déjà, on peut voir une première base. En envoyant notre exploit, on peut voir en effet qu'il y a des erreurs lorsqu'il tente de produire des blocs. Alors,
Regardez bien, juste ici dans les logs, on peut voir un arithmetic operation overflow. Donc, on veut voir que notre exploit a bien été exécuté avec succès par la plupart des nodes. Et regardez bien, ça mouline. L'exploit mouline parce qu'on n'arrive pas, on exécute en boucle cette payload. Et du coup, qu'est-ce que ça fait, tout ça? Eh ben, c'est très simple, on va le voir dans quelques instants. On peut voir juste ici la petite barre là. La petite barre, on peut voir qu'en effet, c'est notre execution layer. C'est la balance en fait de notre execution layer i-x. Et on peut voir en effet qu'elle prend du retard par rapport à ceux de Besu et de Gets. Parce que ce sont des nœuds qui ne sont pas exploitables. Ils vont exécuter notre payload, mais pour eux, ça va rien faire. Ça va effectuer une simple division classiquement. Le problème d'I-Rex, c'est qu'il crache. Donc, il perd de l'avance. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si en effet, OK, bon, il va plus pouvoir produire d'argent, mais admettons, vous voulez, je sais pas, vous venger. Vous venger, il y a un node, il y a un mevbot qui vous a volé votre argent, vous sent une sandwich attack, et ben, vous voulez vous venger. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'en tant que validateur, vu qu'il va plus être capable de valider de bloc, et ben, on va le slash, on va le slashed. Et ce qui fait que on va le punir, on va lui punir de l'argent. On va lui prendre de l'argent dans son porte-monnaie de stake, et ce qui fait qu'il va petit à petit perdre tout son argent, et il pourra plus être validateur et il aura perdu 32 Ethers, puisque pour devenir validateur aujourd'hui, il faut 32 Ethers. Ceux qui connaissent la valeur de l'Ether, vous savez que c'est conséquent comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était l'impact. Il reste combien de temps? Ok. Ok. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais vous montrer une petite dernière chose quand même, qui est assez intéressante. C'est la partie defuzzing, un très rapide schéma pour vous expliquer. Après, en fait, qu'on ait fait simplement du fuzzing classique avec du bytecode muté très facilement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire globalement pour trouver d'autres types de vulnérabilités plus précises et plus subtiles? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire du differential fuzzing, c'est-à-dire qu'en fait, on va configurer deux IVM différentes ensemble. On va, avec la même config, exactement le même environnement, on va prendre un corpus qu'on a généré juste avant avec notre coverage guided fuzzing au préalable, et on va run ce corpus sur les deux IVM. Ensuite, on va comparer des paramètres. Par exemple, le gaz utilisé. Si l'une des deux IVM produit un gaz qui est différent, il peut y avoir ce qu'on appelle des non-compliance. Donc, ce n'est pas compliance par rapport au yellow paper, une des deux IVM. On va également vérifier la stack, la memory, le storage. Tout ça peut influencer sur le déterminisme de l'IVM parce que c'est très important. Donc voilà, ça c'est en effet ce qu'on a pu faire. Et via ces techniques-là, en effet, eh ben, on a pu trouver en effet 42 bugs assez rapidement. Alors, très rapidement, beaucoup de non-compliance, bien évidemment, puisque c'était un nouveau execution layer, donc on peut les pardonner là-dessus. Et voilà, donc via ça, on a pu trouver assez rapidement tout ça. Bien évidemment, ceux qui ont pu lire le code de SDiv, ils ont remarqué qu'il y avait un petit problème avec le XOR notamment. Ça, c'est pas no compliance non plus parce que c'est sensible à la casse. Et tout ça, on l'a mis justement comme non-compliance sur notre article IVM Arithmetic Bug. Donc voilà, bah, merci à vous d'avoir regardé cette conférence.